Salut, si tu apprécies le contenu de la chaîne, sache que tu peux me retrouver en stream tous les mercredis, vendredis et dimanches, à peu près toutes les semaines. Et maintenant, votre épisode. Bonjour à tous, comme vous avez dû le remarquer, c'est l'été, il fait chaud et vous êtes sans doute à raison occupé à bien d'autres choses que d'aller écouter un gars vous parler d'animation sur YouTube. Vous comme moi savez que ça fait du bien de se reposer de temps en temps, de faire le point pour se ressourcer et réfléchir sainement à notre futur. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un peu plus trivial, vous emmener vers des contrées aussi exotiques que mal connues et venir avec vous explorer un monde fait de moustaches, de muscles et de dieux vivants. Un monde que l'on connaît tous un peu de loin sans vraiment s'y être jamais intéressé. Et ce monde, c'est le cinéma indien et comment il parvient le plus naturellement du monde à faire ce que Marvel essaye de faire depuis 10 ans. Le cinéma indien, ou Bollywood comme on l'appelle, c'est vaste, c'est très vaste. Avec une production 2 fois supérieure en termes de production à Hollywood, c'est plus de 700 films par an qui sortent d'Inde. Autant vous dire que, telle la fondation SCP, c'est littéralement impossible d'en faire humainement le tour. Et c'est d'ailleurs pas ce que je vais essayer de faire ici. Je suis passionné, mais pas masochiste, faut pas déconner quand même. Non, ce que je veux faire, c'est à la fois vous présenter les grandes lignes de cette industrie très spécifique, mais aussi au travers de l'analyse de 3 de ces films, vous présenter une spécificité bien particulière de ce style. Le monde a une vision assez unidimensionnelle du cinéma indien. Sont connus des films de cette contrée, leurs chansons à foison avec des centaines de figurants, des scènes d'action très exagérées avec souvent des FX un petit peu datés, et certaines scènes qui sont devenues de véritables légendes. Au passage, c'est une comédie ce film, c'est pas du premier degré. Mais pour commencer, c'est quoi Bollywood ? Vous allez me dire, celle-là elle est facile, et que quand même vous savez que Bollywood c'est le Hollywood de l'Inde. Sauf que ce n'est pas, disons, totalement exact, ou en tout cas cela exclut une consonante extrêmement importante de l'Inde, à savoir sa diversité culturelle. Bollywood concerne en réalité les films réalisés en langue hindi, ce qui est certes le dialecte principal de l'Inde, mais loin d'être le seul. Ainsi, si sur ces 700 films par an, Bollywood en réalise environ 150, le reste est divisé entre toutes les autres bases de production axées à la fois sur les ethnies et des territoires spécifiques ainsi que sur la langue. Bollywood concerne ainsi les films en langue Punjab, Chollywood concerne les films en langue Chhattisgarhi, Mollywood pour les films en Malayam produits dans la région du Kerala, Sandalwood pour les films en Kannada produits dans la région du Karnataka, Hollywood avec un O pour les films en Oriya de la région d'Orissa, Dollywood pour les films en Gujarati basés au Gujarat et Tollywood pour les films en Telugu produits au Bengale et au Bengale indien. Et c'est sur celui-là même que nous allons nous pencher aujourd'hui. Mais comprenez bien que chacune de ces structures de production est un monde en lui-même avec ses codes et son style bien à lui, tout en partageant tout de même un certain cadre culturel commun. Désigner l'entièreté de ce monde du cinéma indien par le terme Bollywood est assez un raccourci assez malvenu, même si je ne porte pas vraiment la faute de cette ignorance sur le public. Cette subtilité, cette diversité du cinéma indien ne vous ayant jamais été présentée, il est bien normal qu'elle vous soit inconnue. Ainsi, je vais profiter du récent grand succès mérité de Triple R, trouvable sur Netflix à l'aide d'un VPN, pour vous présenter avec un peu plus de précision ce style et vous montrer comment des structures de production réputées comme ayant bien moins d'argent, et c'est un fait, que leurs collègues américains, parviennent à réaliser, de par leur style de narration, quelque chose que Disney et Marvel rêvent de faire, à savoir établir une mythologie filmique. Par les exemples de Triple R, des 2 films Bahubali et des 2 chapitres de KGF, nous allons voir comment le cinéma indien parvient sans aucune difficulté à créer des figures mythologiques cinématographiques bien plus crédibles dans cette approche de mythologie moderne que n'importe quel héros du MCU. Et pour cela, il est nécessaire de s'appuyer sur plusieurs points. Tout d'abord, bien évidemment, le héros. Et avant, une petite présentation de nos 3 œuvres qui nous serviront ici d'exemple. Triple R nous raconte l'histoire de Raja et BM. Le premier est un policier au service de l'Angleterre coloniale et le second un gardien d'un peuple pacifique dont l'une des jeunes enfants s'est fait enlever par les terribles oppresseurs pour la garder en tant qu'esclave. Opposés par leurs objectifs, ils vont développer une forte amitié qui va les mener à ensemble devenir des figures de l'indépendance indienne dans leur combat contre les Anglais. Du même réalisateur, on tirera notre deuxième exemple. Bahubali 1 et 2 nous racontent l'enfance, la montée en puissance puis la victoire de Bahubali, prince perdu d'un puissant royaume tenu d'une main de fer par son oncle, tyran, cruel et avide, ayant déjà fait assassiner le père du jeune homme, qui de son seul nom de Bahubali savait se faire soulever les foules. L'histoire du père inspirant le fils, joué par le même acteur, à prendre sa place légitime sur le trône.
Et enfin KGF 1 et 2 qui, comme Bahubali, n'est qu'un énorme film coupé en deux qui nous raconte la montée en puissance d'un personnage de Rocky, figure de la pègre qui va prendre le contrôle du syndicat du crime connu sous le nom de KGF, pour en libérer ses esclaves et leur apporter liberté et richesse, alors que ses nombreux ennemis feront tout pour le mettre à bas. Ainsi, 3 films présentant quelque chose de commun à la fois au style des super-héros occidental, mais aussi aux films d'action indiens. Le héros est un individu présenté comme supérieur au reste du monde et sert de guide ou d'exemple pour les autres. Mais la différence entre le cinéma indien et occidental se situe précisément sur le fait d'assumer ou non ceci. Cela peut se résumer ainsi. Le héros indien est parfait et assumé en tant que tel. Le héros est le plus beau, le plus fort, le plus exceptionnel individu de l'univers de son film. Les erreurs lui sont inconnues et sa présence seule est l'assurance de la victoire contre tous les ennemis que le monde pourra lui mettre en face. Ainsi, il est traité comme un demi-dieu descendu sur Terre qui peut venir à bout de toutes les épreuves possibles et imaginables. Vous allez me dire que le héros de comics occidental c'est pareil au fond. Il est le plus grand, le plus beau, le plus fort et rien ne l'arrête. Eh bien la subtilité est là. Marvel, et je prends pas ça juste pour cracher sur le MCU, en tant que gros lecteur de comics, je suis au final plutôt très attaché au MCU. Juste c'est l'exemple le plus parlant de tentative d'établissement d'une mythologie moderne actuelle. Marvel donc n'assume pas ses héros à ce point. Pour permettre au public de s'y attacher, Marvel passe son temps à tenter d'humaniser au maximum ses héros. Ils sont pleins de défauts, sont arrogants, font des blagues ou encore sont ridiculisés constamment par leurs réalisateurs. Constamment, leurs films nous rappellent que finalement, les héros ne sont pas si héroïques que ça et qu'ils sont au fond très humains avec les mêmes défauts que nous. Dans le cinéma indien, c'est exactement l'inverse. Les héros sont parfaits du fait de leur statut de héros et sont clairement montrés comme les pinacles inatteignables pour le public. Aucune erreur ne leur est permise et tout le film est une ode à leur gloire. Le tout appuyé par les diverses chansons. Mais c'est un sujet qui viendra en son temps. Vous allez me dire, c'est normal, un héros parfait sans aucun défaut, c'est chiant, non? C'est le Superman Boy Scout des vieux comics de l'âge d'or, non? Et je serais d'accord avec vous, sauf que la subtilité dans le traitement des héros est justement là. Faisons quelques comparaisons pour vous expliquer. Prenons Thor et Bahubali, PM et Raju qui seront comparés à Captain America, et Rocky par son statut de criminel sera comparé aux Gardiens de la Galaxie. Ainsi commençons par Bahubali et Thor. Deux personnages de princes qui vont devoir par leurs actes se montrer dignes de leur trône. Deux personnages avec un frère maléfique qui veut leur voler le trône par pure perfidie et qui ont un de leurs parents obtus et résolu avec lequel toute négociation semble impossible. Maintenant la différence est là, si l'un est rejeté de son royaume pour ses actions égoïstes et arrogantes, qui bien que mises en avant par Loki, reste tout de même de son fait, Bahubali père ne fait rien qui ne puisse jamais ternir son honneur, et reste le prince parfait durant toute sa vie. Si à un point du film il est banni, c'est à la fois de la faute de sa mère intransigeante et d'une manipulation de son frère, qui l'ont poussé à se dresser contre une injustice d'une manière tout de même assez énervée, j'en conviens. L'un est banni pour ses défauts, l'autre est banni pour ses qualités, et s'être dressé contre l'injustice que sa femme subissait. Thor, et de manière générale, les héros Marvel, sont dévorés par des conflits intérieurs, même les méchants le sont. Thor se demande s'il est digne de son marteau, digne de l'amour de Jane, digne de son titre, etc., etc. Même Loki ne se voit pas lui-même comme le méchant, et le signale constamment à quel point il est en réalité plutôt attaché à son frère, ce qui sera après bien plus développé dans le reste des prods Marvel, notamment la série Loki. Mais de ce fait, et je prends Thor 1 comme exemple, cela provoque au final l'effet d'un héros assez faible pendant une bonne partie du film, le héros ne devenant une figure de puissance en récupérant ses pouvoirs que pour le climax à la fin du film. Bahubali, père ou fils, ils n'ont pas ce problème. Ils se savent être le héros de leur histoire et donc exceptionnels. Ainsi, le film peut directement faire défiler son histoire et son action sans qu'une montée en puissance ne soit nécessaire. Le traitement du héros du film indien retire l'utilité à toute forme de montée en puissance du héros et de manière générale à toute forme d'exposition des pouvoirs et de la puissance du héros, ou même simplement d'entraînement. C'est sa nature de héros qui fait qu'il est, et ce dès les premières minutes du film, présenté comme parfaitement accompli, et ainsi il peut immédiatement commencer sa quête. Pareil pour le méchant, contrairement à Loki qui se considère lui-même comme un gentil, le méchant de Bahubali sait qu'il est méchant, il aime ça, il se complaît dedans, il adore ça, et il est immédiatement placé comme une figure négative, préparant ainsi l'affrontement avec le héros en fin de film.
On pourrait bien sûr y voir en fait un énorme défaut. Quoi, des personnages qui n'évoluent pas et qui n'ont pas de montée en puissance, mais c'est complètement nul. Et c'est quoi l'intérêt de ce film alors? La subtilité c'est sur le traitement qu'elle est. Les héros Marvel sont, comme je vous l'ai dit, traités comme des humains. On leur attache des défauts que le public peut reconnaître et sait qu'il faut du travail et du temps pour les effacer. Ainsi, on suit des personnages qui nous ressemblent, à prendre des leçons que l'on pourrait apprendre. Sauf que le héros indien n'est pas traité comme un humain ou une figure normale. Il est immédiatement traité au premier degré comme une figure exceptionnelle et parfaite. Ainsi, tu n'as pas envie de te mettre à sa place pour apprendre diverses leçons, mais tu as envie de le suivre, lui et ses actions, comme tu lirais ou suivrais une histoire de la mythologie de ton choix. Suivre les aventures d'une figure exceptionnelle, voire divine, et voir comment il va vaincre des menaces que personne à part lui ne pourrait vaincre. Ce traitement au premier degré, il est capital pour comprendre le style du cinéma indien. Pour le comprendre encore mieux, prenons Rocky, de KGF et Star-Lord, et plus généralement tous les personnages des Gardiens de la Galaxie. Dans les deux cas, nous avons une figure héroïque de super criminel qui se bat pour le bien commun. Mais la grande différence de traitement va se situer cette fois sur leur traitement, justement. Marvel, et plus généralement James Gunn, ne savent pas et ne veulent pas présenter la perfection. Chaque fois qu'un perso Marvel fait quelque chose de visuellement exceptionnel, de purement héroïque, quelque chose que personne d'autre que la figure du héros ne pourrait réussir à faire, Marvel se sent obligé de réduire l'impact de cette action par une blague, une chute ou une erreur ou un petit point de ridicule, comme s'il était impossible qu'un héros soit cette figure parfaite. Tenez, exemple très parlant sur une scène similaire, le héros ou le groupe de héros introduisant leur puissance et leur présence au spectateur. Les Gardiens de la Galaxie 2 est tellement peu confiant dans le fait de présenter ces héros faisant quoi que ce soit d'un tant soit peu premier degré dans l'héroïsme que toute la scène est centrée sur Bébé Groot qui danse alors que ses copains se font mettre la misère derrière lui, sur une musique entraînante. Maintenant, voici comment un héros indien rentre dans une pièce remplie de gens qui veulent le buter après qu'il ait pris le contrôle d'un syndicat du crime. Dans n'importe quelle autre production Marvel, cette scène aurait été entrecoupée par une blague, une chute, une remarque ironique d'un des personnages, quelque chose pour faire baisser la tension et se moquer de sa propre mise en scène. Sauf que non, et c'est la grande comparaison que je veux faire avec KGF et les Gardiens de la Galaxie. Le second degré n'existe pas dans le style du cinéma indien, et le cinéma indien ne se moquera jamais de lui-même, à part dans des films étant expressément des comédies. Rocky fait des trucs complètement over the top, oui, mais le film le traite sérieusement, et les gens autour de lui traitent ses actions sérieusement, et ses ennemis le traitent ses actions également sérieusement. Ainsi, le héros est encore une fois traité comme une figure ultime, que l'on veut suivre pour le voir se tailler une légende digne d'être qualifiée d'une mythologie, malgré le fait que l'on est sur un héros très différent de Bahubali. Rocky n'est ni prince, ni héritier de quoi que ce soit, ni prédestiné par son père à de grandes choses. C'est un mec des rues qui a grandi dans la misère, il est violent. Très violent même. Sait qu'il fait des choses horribles pour faire le bien et assume son côté sombre. Un véritable anti-héros pour le coup, que son film n'a pas peur de montrer comme étant autant un salaud qu'un héros, contrairement au traitement que l'on voit dans les films Marvel. Jamais le héros ne s'abaissera à faire une blague au milieu d'un combat pour faire baisser la tension. Jamais le héros ne coupera un méchant pour ironiser sur ceci ou cela. Et jamais le héros ne fera le pitre pour faire rire le public ou les gens autour de lui alors que la situation est sérieuse. Pas que l'humour soit absente, bien sûr il existe, mais il n'est jamais là pour descendre les actions des héros. Et surtout, jamais le film ne fera en sorte que le public rit du film en lui-même. Le procédé narratif du loser magnifique, si cher à James Gunn, ne marcherait pas, et n'est que très rarement utilisé sur des héros indiens. Le héros doit être cette figure exceptionnelle, et le film doit le traiter en tant que tel. C'est un style, bien sûr, et vous êtes libre de ne pas y accrocher, mais encore une fois, cela place le héros au-dessus de tous les autres personnages, comme au-dessus du public, que ce soit dans ses actions ou par son intégrité, qui est évidemment infaillible et jamais remise en cause par le film. Mais ça ne veut pas dire non plus que le film n'aura aucune comédie, que ce soit dans KGF ou dans Bahubali, il y a parfois de très bonnes blagues. Par exemple, cette scène qui me fera toujours rigoler dans Bahubali. Papa, நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம்ல சங்கா என்ன அந்த விபூதி அங்க வச்சிருக்கியா நான் எங்கேயோ தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் விடுடா. Ou ce personnage dans KGF qui entend l'histoire de Rocky et qui est tellement fasciné qu'on a l'impression qu'il voit le film en même temps que nous et ça donne des scènes extrêmement drôles. Et quand le film traite d'un sujet historique relié à l'histoire de son pays, il va suivre le même chemin de toujours traiter son action sérieusement et entièrement au premier degré sous peine de mépriser en quelque sorte son sujet. Behem et Rama sont deux personnages que l'on peut rattacher au Captain America dans le sens qu'ils sont des représentations de leur pays à un moment capital de leur histoire raconté par le film.
Tout comme le Captain, il réalise des actions ultra héroïques tout en symbolisant une Inde unifiée face à un grand ennemi. Prenez par exemple cette scène. Ça par exemple c'est l'ancien drapeau de l'indépendance indienne qui était utilisé sous domination anglaise pour symboliser une Inde indépendante. Et là t'as littéralement le drapeau de l'indépendance qui protège le héros des flammes et de la mort. Tout en symbolisant aussi l'union des hindous et des musulmans face à l'oppresseur britannique et l'indépendance. La différence concrète s'appuiera cette fois sur le traitement du conflit en lui-même. Si, dans Captain America, et ce malgré la figure mythologique que vous nous présentez Marvel, le Captain est constamment rappelé d'à quel point, même s'il est en effet le héros de l'histoire, ce n'est pas lui qui mettra fin au conflit, ni même qu'il est si important que cela dans le grand ordre des choses de la Seconde Guerre mondiale. A l'inverse, les personnages de Triple R sont clairement présentés comme une incarnation directe de l'Inde qui s'en va bouter de l'anglais, finissant même par devenir dans le climax de véritables incarnations de figures anciennes et divinisées du folklore indien. Ces deux visions qui s'affrontent clairement. Captain America affronte ces menaces en équipe et trouve sa force en celle-ci. BM et Rama le font seuls. Encore une fois, je ne dis pas que c'est l'une des visions est meilleure que l'autre, il s'agit de deux styles de réalisation très différents qui ont qualité comme défaut, mais dans cet objectif de présenter au public des personnages mythologisés par la démesure de leur action et de leur pouvoir, il faut admettre que deux héros mettant à eux seuls à terre l'entièreté de l'armée anglaise parvient mieux à faire ce travail qu'un Captain qui dépend constamment des autres pour briller. On peut résumer cela ainsi. Si on peut dire que les victoires du Captain sont celles d'un groupe uni autour d'une figure, les victoires des personnages de Triple R sont celles de deux figures seules face à un groupe. Mais il me semble bien qu'il manque à tout ceci une part très importante de ce cinéma, quelque chose de capital, qui est central au style même des productions de ce grand pays. Et c'est bien sûr les chansons. En voilà une consonante du cinéma indien qui est connue de tous. Et c'est aussi pour ça que la plupart des gens connaissent le style indien, et c'est aussi souvent d'ailleurs pour ça qu'ils en sont si peu attirés. Pourtant, c'est certainement un des éléments les plus capitaux pour comprendre le fonctionnement de la narration dans le style indien. Comme dit précédemment, le cinéma indien, et particulièrement le cinéma indien de Tollywood sur lequel nous nous intéressons aujourd'hui, aime à présenter ces personnages comme autant de demi-dieux dignes de la légende que le film leur tresse. Ce sont des figures mythologiques qui n'ont pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'elles sont dignes d'être le héros, car leur statut de héros de leur film suffit à les établir ainsi dans l'imaginaire du public. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que le style indien était très pauvre en exposition. Dans les faits, en réalité, j'ai un peu menti, car si le film ne laissera que très peu de temps à ses personnages pour faire de l'exposition, c'est bien aux chansons que prévaut ce rôle. Prenez Bahubali, la première fois que l'on le rencontre, au lieu d'avoir un personnage qui nous expliquerait à nous, le public, à quel point le héros est le plus beau, le plus fort, le plus incroyable, on a une chanson à sa gloire qui nous l'explique, tout en nous le montrant faire quelque chose d'exceptionnel. Et c'est exactement la même chose par exemple pour KGF qui pourtant opère dans un style bien plus terre à terre. Pas besoin de grandes scènes d'introduction et d'exposition pour expliquer que le héros est un grand pont de la mafia de Delhi. 3 minutes de chant à gloire nous feront parfaitement sentir la situation de base et l'état d'esprit ainsi que le style du personnage. Et l'intérêt est double pour ce style. Au-delà de nous présenter des danses purement incroyables et des performances physiques absolument fantastiques, j'en veux pour exemple la légendaire scène Naatu Naatu de Triple R qui me fait halluciner à chaque fois tant la synchro des personnages est incroyable.
Premièrement, cela permet de concentrer directement la narration sur le héros et son caractère exceptionnel, en réduisant la partie de présentation à un segment de 3 minutes. Pas de longues scènes d'exposition ni de montée en puissance, c'est notre héros, il est là, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus beau, la preuve, il y a une chanson de 3 minutes qui nous l'explique. Le temps gagné est ainsi monumental et permet au film d'immédiatement attaquer son sujet principal. Quand je dis que le temps gagné est monumental, prenez des films comme Bahubali ou KGF. Dans un style plus occidental, le premier film aurait été entièrement basé sur la montée en puissance du héros et le climax aurait juste présenté le héros enfin à son stade ultime et prêt à lancer réellement l'intrigue. Dans KGF et Bahubali, ce stade, il est atteint dès les 5 premières minutes du film et on commence directement à raconter l'histoire. Et ce n'est pas que la présentation du personnage qui est faite sous la forme de chanson. Prenez Triple R. Pour représenter l'amitié très forte qui unit nos deux personnages, le film ne va pas passer 20 minutes à nous montrer les deux petit à petit se rapprocher et à devenir de plus en plus amis. Non, on a une chanson sur des plans au passage vraiment très beaux qui nous l'explique et directement à la fin de celle-ci, le public accepte immédiatement la nouvelle situation pour ces deux personnages. Alors oui, la manière dont tout ceci est montré est, comme à l'habitude de ce style, très exagérée, mais ce n'est que pour mettre en exergue la force de leur relation. De plus, cette manière très exagérée de présenter nos personnages tout en restant parfaitement premier degré, cela permet au public d'accepter avec bien plus de facilité le caractère exceptionnel, voire divin de nos héros. Et c'est pour ça que les chansons sont absolument capitales dans ce style. Pouvez-vous douter du caractère exceptionnel de Bahubali après ce genre de scène ? Pouvez-vous douter de la figure divine et inspiratrice de Rocky après ce genre de scène ? Et pouvez-vous douter de l'amitié digne de celle de figures mythologiques antiques de Behem et Rama après ce genre de scène ? C'est le point central de ce que je vais vous faire comprendre avec cette vidéo sur la création de figures mythologiques dans le cinéma. Le fait de présenter les personnages ainsi, le fait de les diviniser par des chansons à leur gloire, le fait de les présenter dès l'ouverture comme la figure ultime de puissance du film, fait que l'on accepte ainsi qu'ils fassent des choses qui autrement nous auraient semblé complètement absurdes. Ils défient la gravité, mettent à bas des armées entières de leurs seules mains et conquièrent des royaumes et empires par leur seule action exceptionnelle. Oui, ils le font et on l'accepte naturellement car ce cinéma nous présente cela comme logique à la fois pour le public mais aussi pour les personnages du film. Et si vous pensez que j'exagère, je pense que rien ne résume mieux cet état de fait que ce personnage dans KGF. Après avoir libéré son camp d'esclaves, Rocky rétablit la liberté de culte qui était visiblement auparavant interdite. Et ce personnage, qui dit clairement que pour lui, la foi est quelque chose d'extrêmement important, ce même personnage va de lui-même face à un des méchants les plus énervés que j'ai jamais vu. Sérieusement, regardez-moi cet incroyable badass, placer Rocky au-dessus de Dieu. Rocky, le personnage est tellement mythologisé qu'au sein même de sa diégèse, un personnage religieux va le placer au-dessus de son propre Dieu. Est-ce que vous avez idée d'à quel point c'est important la figure divine pour un musulman ? À quel point le personnage doit être présenté comme un surhomme intouchable par la main humaine tant il est exceptionnel pour en arriver à ce stade ? Cet état de fait, et cela sera là ma conclusion, me fait dire deux choses.
Premièrement, si un jour un film Warhammer 40 000 se fait, il faut le donner à Tollywood et au cinéma indien. Des gens qui savent à ce point diviniser leurs personnages, je n'ose imaginer ce qu'ils feraient avec des figures comme celle de l'Empereur Dieu. En plus, il y a des castings qui sont tout prêts. On a déjà l'Empereur Dieu, on a Angron, et avec un peu de recherche, je suis sûr qu'on peut faire un casting complet. Ensuite, et blague à part, le cinéma indien est dans le cas présent de Tollywood, car les 3 films que je vous ai présentés en proviennent. C'est un cinéma qui, par un style unique, parvient à faire naturellement ce que Marvel, tout comme DC, tente désespérément de faire au cinéma depuis presque 15 ans. Je ne pose pas cela en jugement de valeur, bien évidemment, c'est là 2 styles différents pour un public différent. Mais cette différence, justement, nous permet d'en apprendre plus sur comment bâtir une histoire, et surtout, savoir si au final on veut bâtir ce type d'histoire. C'est pour ça que je pense que les gens chez Marvel et chez DC devraient s'intéresser au cinéma indien pour en étudier les codes et surtout en voir le résultat. Car oui, si Marvel et DC veulent absolument que leurs films établissent une mythologie, ils pourraient au final le faire. Les Indiens le faisant naturellement et d'une manière parfaitement maîtrisée, il suffirait de copier le style. Mais cela pose alors la question du public. Le cinéma indien n'a pas besoin de s'exporter. Grâce à sa base massive de spectateurs potentiels, il peut parfaitement vivre en vase clos sur son propre marché, et c'est peu ou prou ce qu'il fait. Ce qui n'est absolument pas le cas du cinéma occidental qui a besoin de l'international pour survivre, notamment parce que les films coûtent de plus en plus cher à faire. La question se posant est alors simple. Est-ce que le public accepterait ce style de réalisation à l'international? Bahubali, KGF, Triple R auraient-ils pu marcher face à un public occidental habitué à 1000 autres codes et 1000 autres manières de raconter une histoire? À cela, je n'ai pas la réponse, et même si ce style me plaît énormément, je ne puis le dire pour le reste du monde. Peut-être que le style indien, qui connaît actuellement, notamment avec Triple R, une grosse visibilité à l'extérieur de ses frontières, finira par influencer les codes occidentaux, ou peut-être que ce style si éloigné de nos habitudes de consommation sera rejeté, ou peut-être même qu'à vouloir créer une vraie mythologie moderne, Marvel et Disney ne parviendront qu'à proposer un style si spécifique que seule une minorité s'en trouvera satisfaite, et donc qui sera un échec. Quant à moi, je ne peux que vous enjoindre à découvrir ce style malheureusement assez peu connu, en vous rappelant tout de même qu'ici, je n'ai abordé qu'un seul sujet sur 3 films, à savoir une infime goutte d'eau dans l'immensité du cinéma indien. C'est donc une véritable exploration qui vous attend. Si vous avez la volonté et la curiosité nécessaires pour ce genre de périple, eh bien je vous garantis que ça vaut le coup. Quant à moi, je vous dis bientôt, bonnes vacances et salut. Salam Rocky Pie, Rocky, Salam Rocky Pie.